Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour la deuxième édition de l'Integration Summit. Alors l'an passé, ça s'appelait le BSOC Summit. Et vous allez découvrir aujourd'hui pourquoi ça a été renommé en Integration Summit. Je fais un peu de teasing pour la suite de l'événement. Une journée très orientée démonstration. Vous aurez toute une série de démonstrations sur l'offre d'intégration de Microsoft, avec un focus sur l'hybridation de l'intégration. Vous verrez ce que ça veut dire après. Donc, je suis Michel Hubert, directeur technique de Selensa, et entre autres expert sur les technologies Azure de Microsoft. Je suis accompagné par Marc. Alors rapidement, qui est Selensa ? Selensa est un cabinet de conseil et d'expertise sur les technologies Microsoft. Nous intervenons autour de 4 piliers principaux. Un axe technologique, bien évidemment. Un axe méthodologique, où on est des fervents défenseurs des méthodes agiles, que ce soit Scrum, Safe ou autre. On intervient aussi beaucoup dans des projets autour d'intégration continue, et on en parlera notamment aujourd'hui. Troisième pilier, la gouvernance. Nous mettons beaucoup en place de démarches DevOps chez nos clients. On accompagne nos clients dans la transformation d'organisation pour mettre en place du DevOps chez eux. Et un dernier axe, la conduite du changement, où on accompagne les clients sur des sujets comme l'information ou le coaching de vos équipes. Selensa, c'est avant tout des experts reconnus sur le marché, notamment grâce à leur titre de MVP. Donc sur une cinquantaine de consultants, on a à peu près 10 MVP sur différentes technologies, que ce soit du Visual Studio, du C# ou de l'Azure, voire de l'intégration. On a 4 partenaires Gold Microsoft, dont l'intégration, bien évidemment. Et on publie régulièrement des livres blancs sur les différentes thématiques que je vous ai évoquées juste avant. Juste un slide pour résumer Selensa aujourd'hui. Une équipe d'experts et de passionnés de technologie, via des méthodes agiles, notamment Scrum, et autour aujourd'hui de 2 principaux produits, que sont BizTalk et le Cloud Azure de Microsoft. Merci Michel, j'imagine que c'est à moi. Oui. Bonjour à tous, donc je ne me suis pas présenté tout à l'heure, je suis responsable de la stratégie cloud au sein de la direction technique, mais surtout je suis ravi que Michel me donne l'opportunité d'intervenir ce matin avec lui, car j'étais embauché en 1999 comme chef de produit middleware. Et donc à ce titre-là, j'ai été le premier chef de produit BizTalk de la filiale. Vous voyez, ce sujet d'intégration est cher à mon cœur. Et je voudrais, sur ce premier plan, je le remettre dans le contexte de la transformation digitale. Souvent, c'est un peu un sujet, non pas tarte à la crème, mais dont on parle beaucoup en ce moment. Et souvent, lorsqu'on lui associe des sujets technologie, vous avez certainement entendu parler des acronymes. SMAC, on parle de social, on va parler de mobile, on va parler d'analytique, on va parler de cloud, on va parler de tout un tas de sujets. Mais l'intégration est souvent en arrière-plan, mais on ne met pas forcément ça comme un sujet. Alors, je voudrais essayer de vous comprendre, c'est pourquoi l'intégration, qui est un vieux sujet, encore une fois, BizTalk, on est BizTalk 2016, mais ça fait plus de 15 ans ça existe, que les API, que les workflows, que l'intégration. J'ai eu l'occasion avec mon équipe à une époque d'animer pendant des années des forums architectes où les sujets à la mode étaient SOA, ESB, EAI, architecture d'entreprise. Donc ce sujet n'est pas nouveau, mais ce que vous allez voir dans cette introduction, c'est qu'il a quand même changé de dimension, il est devenu plus stratégique que jamais. Alors pourquoi ? Alors la transformation digitale, c'est pas, comme je le disais en souriant, une tarte à la crème, c'est une urgence de se transformer. Il y a une statistique que j'aime bien partager, c'est que depuis l'an 2000, ce qu'on appelle le classement des Fortune 500, vous avez 52% des entreprises qui ont disparu de ce classement. Et on estime qu'en 2020, l'âge moyen dans ce classement sera 12 ans, alors qu'il était de 60 ans dans les années 60 justement. Vous voyez que le darwinisme digital est assez cruel pour ceux qui tardent à se transformer. Mais souvent, lorsqu'on parle de la transformation digitale, on a tendance à parler tout de suite de technologie. Bien sûr que la technologie va être importante, mais c'est avant tout une histoire de culture, de stratégie d'entreprise. Repenser son entreprise dans tous ses fondamentaux, notamment autour de la relation client, bien évidemment, autour des processus d'entreprise, réinventer ses produits, ses services, voire, on le verra, plusieurs exemples, c'est modèle économique. Et bien sûr, la manière dont les employés collaborent. Et il ne faut pas repenser cette organisation en silo, justement. Vous voyez, d'où l'intérêt de l'intégration. Mais penser ces sous-systèmes, finalement, reliés par... Il y a un concept que j'aimais bien, que Bill Gates avait introduit il y a très très longtemps, un concept marketing, de système nerveux digital d'entreprise. C'est-à-dire faire circuler
tous les signaux au sein de l'organisation et en dehors de l'organisation pour le connecter à ce qu'on appelle maintenant, ça c'est pas de moi, on communique beaucoup sur ce qu'on appelle les systèmes d'intelligence. L'entreprise a beaucoup investi sur les systèmes on record, vos SAP, vos systèmes de gestion de processus internes d'entreprise. Ces dernières années, le focus a été sur ce qu'on appelait les systèmes d'engagement, les CRM, les canaux de e-commerce. Et de plus en plus maintenant, la réussite de cette transformation digitale va être dans la capacité de mettre en œuvre de ce qu'on appelle des systèmes d'intelligence, c'est-à-dire des boucles de rétroaction qui vont permettre rapidement à l'organisation de prendre des décisions. Il est fini le temps où l'entreprise concevait un produit, développait son produit, lançait le produit, le marketait, et c'est la fin du cycle. On a connu ça, Microsoft, 3 ans entre des versions de Windows, on savait ce que c'était que de lancer une boîte et de recommencer le cycle. Aujourd'hui, les produits deviennent de plus en plus des services, sont en fonction du produit, des fois connectés, bardés de capteurs qui vous remontent des informations en temps réel. Si ce n'est pas le produit lui-même qui a des capteurs, vous avez des signaux très intéressants qui viennent des réseaux sociaux. Donc ces systèmes d'intelligence ont cette capacité, avec des bouts de rétroaction, de traiter en temps réel les signaux qui vous remontent. Et donc pour ça, il va falloir mettre en place certains fondamentaux technologiques. Donc je vais quand même venir à la technologie, notamment de l'innovation applicative, moderniser ces applications. Aujourd'hui, les entreprises qui réussissent, celles qu'on cite souvent comme des modèles de la disruption digitale, sont les entreprises qui réussissent par l'expérience utilisateur. Je ne vais pas citer Uber parce que ça ferait toujours un peu sur le même exemple qu'utiliser, mais pensez à tout. Pensez à Netflix, pensez à Uber, les champions de la nouvelle économie, comme on l'appelle parfois, sont avant tout des champions d'expérience utilisateur. Pensez également à la valeur de la donnée. On dit beaucoup qu'on rentre dans une ère où finalement la donnée devient le nouvel or, l'or du digital, le carburant du digital. Effectivement, si la donnée, la nouvelle électricité, il va falloir des prises pour la consommer. Et ces prises, on en reparlera tout à l'heure longuement dans la présentation, sont notamment des API, des interfaces. Et ensuite, tout connecté. On rentre dans une ère où ça devient la nouvelle norme, tout est mobile et tout est connecté. D'accord ? Quand je dis mobile, je ne pense pas à une tablette Surface ou votre téléphone, votre smartphone. Je pense mobile au sens de mobilité de l'expérience utilisateur, l'intelligence ambiance, l'intelligence ubiquitaire. Donc il va falloir que justement cette innovation apparaisse de plus en plus invisible. D'accord ? Et pour qu'elle apparaisse invisible, il faut bien qu'en arrière-plan, les technologies puissent fonctionner sans couture, de manière fluide, pour être justement invisibles, pour rendre réellement service à l'utilisateur. C'est toute cette communication, tout ce fluide, toute cette circulation des systèmes d'intelligence dans le système de l'entreprise qui va être rendu possible par finalement ce qu'on appelle, de manière très classique, l'intégration et la gestion des API. Vous verrez, on parle d'intégration, mais on parlera tout aussi important la gestion des API par l'intégration. Donc pour moi, le sujet de l'intégration est le sujet clé dans ce qu'on appelle la transformation digitale. C'est un facteur clé de succès. Alors juste quelques statistiques pour renforcer ce que je viens de vous dire. Alors ça ne vient pas de moi, ça vient du Gartner. 75% des entreprises auront investi dans une plateforme d'intégration d'ici 2020. C'est déjà le cas de la plupart des entreprises, mais ça devient vraiment un élément stratégique. Car, vous voyez un peu les coûts. Le coût d'une application mobile, 70% du coût vient de l'intégration, d'où l'importance de choix d'une bonne plateforme d'intégration. Et 50%, bien sûr, des projets du type Internet des objets proviennent également des coûts d'intégration. C'est peut-être un petit peu des évidences que je vous rappelle ici, mais ça vous met le projecteur sur l'importance stratégique de choisir une plateforme et une stratégie d'intégration. Et enfin, il y a beaucoup de développeurs qui, comme M. Jourdain, ne sont pas forcément des développeurs corps d'intégration, mais font d'intégration sans le savoir. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de développeurs mobiles ou développeurs d'appli web qui ne sont pas obligés de faire de l'intégration en allant utiliser des API extérieures ou en découplant, son application des devices sur lesquels elle est projetée. Alors, comme je le disais tout à l'heure, bien que ce sujet d'intégration ne soit pas nouveau, il prend une importance encore plus stratégique, une dimension en termes de volume encore plus stratégique, et la nature même de l'intégration. Michel a parlé, qu'on a beaucoup parlé au cours de cette journée d'intégration hybride, due à certaines tendances. Alors les tendances, j'en ai rappelé dans mon introduction précédente beaucoup, c'est que le monde devient complètement mobile. Donc cette mobilité, ce découplage nécessaire entre mes services, mes données et, je dirais, les différents périphériques sur lesquels va être exploité, nécessite justement d'avoir un découplage. Donc va nécessiter d'aller investir sur des plateformes et sur la notion d'API, c'est-à-dire la capacité d'encapsuler ces données, ces services dans des API qui vont pouvoir être facilement partagés, consommés, exposés. La nature même des applications SaaS. Aujourd'hui, vous avez une grande croissance des applications SaaS comme Office 365, CRM Online. Donc, si vous voulez pouvoir réutiliser ces services
dans vos processus d'entreprise, il va également falloir être capable d'avoir un moteur d'intégration et la capacité d'exposer ces plateformes sous forme d'API. Pensez par exemple l'utilisation, si vous avez du Salesforce ou du CRM online, pouvoir, au sein d'un processus, par exemple, créer automatiquement un rendez-vous dans l'agenda de votre technicien. Pouvoir, par exemple, si vous voulez confirmer à votre client l'intervention de ce technicien, utiliser une API disponible sur une place de marché pour lui confirmer un SMS, par exemple. Donc, nécessité de pouvoir facilement réutiliser et exposer et gérer des API pour pouvoir encapsuler finalement et réutiliser tous ces services. De plus en plus, on étend le périmètre de l'entreprise. Vous avez déjà probablement investi sur des systèmes de AI ou des systèmes permettant de connecter vos différentes applications de l'entreprise. Comment maintenant exposer ce que vous faites déjà en interne en intégrant des éléments extérieurs. C'est ce que Michel appelait tout à l'heure l'intégration hybride. Donc, par exemple, j'ai mon Bistalk. Hein. Comment je Bistalk, c'est un exemple que tu aimes bien, je crois, avec Salesforce. Tout à fait. D'ailleurs, on verra tout à l'heure après quelles sont la nouvelle offre de Microsoft en termes d'intégration. Et on verra qu'il y a de vrais accélérateurs pour étendre les fonctionnalités de Bistalk à travers le cloud et notamment la connectivité aux solutions SaaS. D'autre part, il y a de nouvelles plateformes qui apparaissent. Bistalk Server est toujours, et on va vous en parler. Hein. Ce n'est pas parce qu'on vous parle d'intégration hybride, on va vous parler d'autres logiciels que Bistalk en tant que solution est obsolète. D'ailleurs, on lance, c'est d'ailleurs en disponibilité générale depuis quelques jours, Bistalk Server 2016. Par contre, il y a des nouvelles façons de proposer des solutions d'intégration, ce que des fois les analystes appellent le IPaaS. IPaaS comme Integration Platform as a Service, qui sont des plateformes spécialisées dans le cloud, permettant justement d'implémenter ce que j'appellerais moi une intégration moderne, avec des protocoles, des API, des protocoles du type REST par exemple, d'avoir des workflows visuels, ce qui permet finalement de sortir de l'élitisme, ce que je pourrais appeler l'élitisme de l'intégration, ou quand même, pour avoir fait un peu de Bistalk, il fallait quand même des compétences assez trapues d'architecture, c'était des logiciels assez complexes à mettre en œuvre, certes absolument critiques pour vos processus d'entreprise. Par contre, cette nouvelle solution du type IPaaS permet de démocratiser l'utilisation, et vous le verrez au travers des démonstrations toute la journée, d'avoir des solutions finalement visuelles, prêtes à l'emploi, managées directement depuis le cloud. Extensibilité aussi, on voit qu'on rentre dans un marché d'API. On a beaucoup aujourd'hui, pour ceux qui connaissent un peu Azure, vous avez le Azure Marketplace dans lequel vous avez aujourd'hui des milliers d'API, des milliers de services, de sources de données qui sont disponibles et directement intégrables au niveau de vos processus d'entreprise. Et enfin, je crois que vous aurez aussi une session sur le sujet dans la journée. Démocratisation. Je vous l'ai dit, on sort de l'élitisme Bistalk où il fallait vraiment des développeurs ou des architectes spécialisés en intégration. On peut mettre ça entre les mains du développeur un peu plus généraliste avec des solutions du type IPaaS, mais on peut aller encore plus loin. On arrive aujourd'hui avec des solutions comme Microsoft Flow à mettre des intégrations simples entre les mains presque des utilisateurs finaux, qu'on appellerait des power users, pour qu'eux-mêmes, avec des outils très simples d'emploi, puissent composer eux-mêmes leurs propres solutions d'intégration et de workflow. Donc voilà, c'est un petit peu ces nouvelles tendances qui vont un petit peu façonner la manière dont Microsoft a fait évoluer son portefeuille de solutions. Alors, vous avez certainement entendu parler de cette notion économie de l'API. Effectivement, hein, c'est ce que je voulais vous faire ressortir dans mon introduction, c'est qu'on sort de la notion d'API comme un outil technique pour les développeurs, de connecter et d'appeler une fonction technique, à véritablement un investissement stratégique pour l'entreprise. Ça va de plus en plus devenir l'API comme extension de plateforme, l'API comme un produit, l'API comme un outil marketing, vraiment l'API comme un asset stratégique pour les business. Alors j'essaie de résumer ici alors c'est un parti pris, mais 4 grandes façons d'envisager les API. L'API d'abord devient de plus en plus une façon de monétiser ses données et ses services. C'est ce que je disais, l'API comme un produit. Pensez par exemple à des sociétés qui se spécialisent pour vendre un service d'envoi de SMS. Je vais reprendre l'exemple que je prenais tout à l'heure. Twilio par exemple. Ils exposent leur service. C'est quoi leur business? C'est cette API. Donc l'API est vraiment le cœur de leur business. Pensez, je prends un exemple chez Microsoft, hein, l'API Translator. On a aujourd'hui des milliards d'appels aujourd'hui qui sont faits. Alors, c'est des outils que vous utilisez gratuitement quand vous utilisez Bing Translator, hein, pour ceux qui utilisent ce service-là. Mais derrière, on a une API professionnelle qui permet à des entreprises, Twitter et d'autres, de traduire directement en appelant cette API. C'est un gros business pour Microsoft.
Donc là, encore une fois, un exemple d'API comme un business. Vous avez des sociétés comme aux US, comme Data Fantasy par exemple, qui revendent des statistiques de football de la NFL, donc qui exposent effectivement ces assets comme des API. Encore une fois, l'API comme un business. Deuxième exemple, l'API vous permet également de transformer finalement une application en une véritable plateforme et augmenter finalement la valeur d'usage de cette application, de cette plateforme. J'ai pris l'exemple tout à l'heure, je parlais de Salesforce ou de Dynamics Online. Aujourd'hui, ces plateformes exposent leurs fonctionnalités, bien sûr sous forme de SaaS, à l'utilisateur final, mais de plus en plus sous forme d'API pour augmenter finalement la valeur de reach, d'usage de cette plateforme. L'API comme un outil marketing. Là, on tombe plutôt dans des scénarios du type syndication de contenu, ça est beaucoup utilisé dans le e-commerce et dans les médias pour pouvoir partager ses services et ses contenus avec un maximum de canaux différents. Et enfin, ça c'est plus classique, hein, l'API comme un outil interne de réutilisation, d'agilité, de composition, d'architecture au niveau de l'entreprise. Donc voilà pourquoi finalement cette API, hein, on ne peut pas parler d'intégration sans parler d'API, parce que l'intégration ne va être que la mise en workflow, la mise en processus de l'appel de ces produits, de ces services et de ces données qui seront exposés sous forme d'API. Alors j'ai essayé de récupérer pour illustrer un peu quelques chiffres, même si l'article date un peu, hein, pour montrer à la fois le nombre, la croissance exponentielle du nombre d'API ouvertes qui existent sur le marché, et également ce que ça veut dire lorsqu'on parle d'API. Hein. Toutes ces plateformes-là se sont conçues finalement autour d'API. Ce qui fait le succès, c'est bien sûr l'expérience utilisateur, encore une fois présentée, mais également la capacité à d'autres d'aller créer de l'innovation autour de ces plateformes. Je crois que Netflix, depuis, a largement explosé le nombre d'API calls. Oui, ça date de 2012. Hein. Je crois qu'entre 2012 et 2014, si je vois de mémoire, il y a eu 330% de croissance du nombre d'API appelés sur cette plateforme. Donc tout ça pour vous dire que derrière, lorsqu'on pense API comme un asset stratégique, API comme un produit, lorsqu'on arrive à ce type, même sans arriver à ce type de volume, on a besoin de penser à une stratégie de management de l'API, management de la sécurité, si on veut la monétiser, les usages, créer un écosystème pour les développeurs. Donc il faut investir sur une plateforme de management d'API. Donc ça c'est juste un petit chiffre, hein, je ne vais pas trop le commenter en détail, mais vous pourrez retrouver la référence de cette étude, je crois que c'est Computer Associates qui l'avait publiée il y a un an à peu près. Ça s'appelle l'API Capability Index et ça indique une enquête de maturité au niveau de l'usage de l'API. Donc il y a eu 960 dirigeants d'interviewés. Il y a plusieurs types de questions, une dizaine de questions sur la gestion du cycle de vie, l'environnement d'exécution, la gestion de la sécurité, etc. Et ils ont ranké en quelque sorte les différents répondants en fonction des pays. Et donc la France était finalement pas dans le peloton de tête, hein, sur sa capacité à gérer ses API de manière correcte. Et j'insiste sur cet aspect, gérer les API de manière correcte. Hein. Une API exposée qui, par exemple, n'est pas sécurisée ou ne garantit pas la bonne qualité de service, ça peut être juste catastrophique pour votre business. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, je crois, c'était Nissan qui avait eu quelques petites déboires avec son API de voiture connectée, où un développeur sortait d'un cours d'API et s'est dit tiens, je veux mettre en pratique mes connaissances, et il dit tiens, j'ai une voiture connectée, et il s'est aperçu que finalement l'API REST qui permettait de connecter avec sa voiture, il suffit qu'il changeait un peu l'URL pour pouvoir se connecter aux autres voitures. Donc l'API n'était absolument pas sécurisée. Donc quand c'est des voitures connectées, bon là il se trouve ça permettait pas de piloter la voiture, ça permettait de voir quelques paramètres, mais ça peut être catastrophique pour le business si l'API n'est mal gérée, soit introduit des problèmes de sécurité, soit ne répond pas pour des raisons de performance. Donc, on vous présentera dans la journée les solutions d'API management. Et enfin, dernier peut-être focus, c'est qu'aujourd'hui, sur ces applications mobile cloud, on change un petit peu d'échelle. Donc, l'architecture classique, qu'on appelait 3 tiers, hein, où j'appelais un frontal web, qui appelait un middle tier business, qui appelait une base de données, dans des patterns plutôt de requête-réponse. Les nouvelles architectures modernes, à base de communication asynchrone, à base de microservices, à base de... Voilà, vont complètement changer cette perspective-là, avec un cycle qui est plutôt, je reçois des requêtes de mes devices, je vais traiter ces requêtes, stocker ces requêtes, analyser ces requêtes, et pousser la réponse en retour, mais dans un cycle qui est complètement, vous voyez, plutôt comme un cycle cyclique, avec plutôt des communications asynchrones entre tous ces éléments-là. Donc ça va demander de repenser complètement les architectures de vos applications
Et la notion d'API et finalement, de processus de gestion entre ces différentes couches va être absolument essentielle. Donc, voilà l'introduction. Pourquoi je pense qu'aujourd'hui, ces notions d'API management et d'intégration, bien qu'elles ne soient pas complètement nouvelles, même pas nouvelles du tout, non seulement changent de dimension, changent de nature d'un point de vue solutions offertes par les différents fournisseurs, et Microsoft y compris. Vous allez voir la richesse de la palette de solutions qu'on peut proposer au-delà de BizTalk, en complément de BizTalk, et deviennent de plus en plus stratégiques pour les entreprises. Donc voilà, je vais peut-être laisser Michel développer quelques use cases pour illustrer voilà, en cela. fait, quand on parle d'intégration hybride, quels sont les principaux cas d'usage? Ici, je vous en ai mis 6, les 6 principaux qu'on rencontre chez nos clients. Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive, hein. Donc on va retrouver la mobilité, Marc en a parlé. Quand vous développez une application mobile, 80% de l'application, c'est quoi l'intelligence? C'est de taper des API, soit des API tiers, soit des API de votre système d'information. Comment faire pour réutiliser mes services SOA, réutiliser les services REST que j'ai développés en interne, afin de les rendre disponibles auprès de mes utilisateurs finaux. Deuxième cas d'usage, le B2B. Comment accélérer la mise en place d'une plateforme d'échange EDI. Auparavant, c'était un vrai projet à part entière, un projet coûteux et très long. Aujourd'hui, grâce au cloud et aux solutions d'intégration hybride, on est sur des projets beaucoup plus rapides et plus efficaces, et surtout plus scalables. Troisième scénario, les applications hybrides. Typiquement, tout ce qui va être application e-commerce. On peut très bien imaginer développer une application e-commerce, la mettre dans le cloud pour avoir toutes les fonctionnalités de scalabilité, de performance, de déploiement international. Comment je fais pour intégrer mon ERP, mon CRM qui reste on-prem? Comment je fais pour intégrer notamment mon AS400, mon célèbre AS400, qu'on a toujours cru qu'on allait faire disparaître et qui est toujours là. AS400 ou CICS, hein, peu importe, hein, j'ai pas de parti pris. Certains se reconnaîtront. On va retrouver aussi l'intégration d'applications SaaS, puisque dans l'entreprise, de plus en plus d'applications SaaS ont besoin d'être intégrées. On a parlé de Salesforce, de CRM, on peut parler aussi de Twilio pour l'envoi de SMS, SendGrid pour l'envoi de mails. Donc comment je fais pour intégrer toutes ces solutions SaaS au sein de mon SI? Cinquième cas d'usage, les business process. Comment mettre en place des processus cross-organisation? Comment initier un processus dans mon SI, le continuer chez un de mes partenaires et le terminer, notamment la validation au sein de mon SI? Et dernier cas d'usage, l'intégration de filiales. Comment synchroniser la donnée entre différentes filiales ou entre le siège social et des magasins répartis un peu partout en France ou en Europe. Donc voilà les 6 cas d'usage d'intégration hybride. Et on va regarder comment Microsoft nous apporte des réponses pour mettre en place ces solutions. Alors aujourd'hui, on ne parle plus d'un seul produit. Avant, on parlait beaucoup de BizTalk et de BizTalk, un peu de SSIS, mais beaucoup de BizTalk. Aujourd'hui, on va plus parler d'une plateforme. Donc, une série d'outils qui vont permettre de construire vous-même vos propres cas d'usage, vos propres process. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour certains cas, je dirais même hier, je pense que ça, il va tellement vite. La plupart du SI était on-prem et il y avait un petit peu d'arrivée de solutions cloud dans le système d'information. Demain, ça va s'équilibrer et c'est là qu'on va introduire la notion de cloud hybride. Donc être capable de mixer à la fois des solutions qui sont dans un cloud et ceux qui sont on-prem. Ou comment intégrer des solutions de cloud à cloud. Alors le titre, hein, c'est demain, mais je pense que en fait, c'est aujourd'hui. Hein. Donc si vous n'avez pas commencé, dépêchez-vous. Alors qu'est-ce que demandent nos clients quand on leur parle d'intégration? C'est qu'aujourd'hui, avec le digital, ils se posent des questions sur notamment comment réutiliser tout ce que j'ai mis en place pendant les 10 dernières années, que ce soit du BizTalk ou autre que BizTalk, hein, c'est pas du type code ou web methods. Comment je fais pour les réutiliser? Comment je fais pour monétiser ce que j'ai mis en place depuis ces 10 dernières années? Comment je fais pour intégrer à mon rythme des solutions cloud sans avoir l'effet Big Bang? Donc comment y aller de manière progressive? Et surtout, comment tirer parti de mes investissements existants, hein. Beaucoup ont fait de la SOA. Aujourd'hui, on ne parle plus de SOA, on parle de REST. Donc on ne parle plus de SOAP, mais de REST. Comment je fais pour faire la transition entre les deux? Est-ce que je peux toujours réutiliser mes services SOAP ou est-ce que je peux de les réécrire? La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin de les réécrire. On verra ça après.
Donc quand je vous parle d'intégration, on parle aujourd'hui donc de plateforme d'intégration. Donc pour tout ce qui est hybride, Microsoft fournit évidemment BizTalk Server, qui reste quand même le cœur de l'intégration chez Microsoft, auquel on va rajouter des nouveaux composants, notamment Logicap. Je vous expliquerai après en détail ce qu'est Logicap, qui est quelque part une sorte de BizTalk dans le cloud. À cela, on va rajouter des services complémentaires, de l'API Management, comme disait Marc, pour gérer ces API. On va rajouter du service bus. Comme son l'indique, hein, ce n'est pas du tout un bus de service, mais c'est plus un bus de message. Des connecteurs, comment se connecter à toutes ces solutions SaaS du marché. Et Azure Service, comment compléter en fait mon processus d'intégration avec de la valeur ajoutée. Donc à gauche, il y a quelques connecteurs qui vont être fournis par Microsoft. Et à droite, et c'est je pense la puissance de la plateforme d'intégration de Microsoft, c'est comment je vais être capable de réutiliser d'autres services Azure pour pouvoir ajouter de la valeur à ma donnée. Typiquement, dans les process d'intégration EAI, je récupère une donnée, je la transforme dans nos formats et je la publie à une destination. Là, maintenant, avec les processus hybrides et l'ère du digital, on va être capable de rajouter de l'intelligence à cette donnée. Donc comment je vais faire pour l'analyser et produire de la valeur. Donc on ne sera pas sur des flux qu'on dirait passe-plat, on va intégrer de l'intelligence dans ces flux. Le premier point, c'est les connecteurs. Pour moi, c'est aujourd'hui la première puissance de l'offre Microsoft. Être capable de fournir des connecteurs managés, prêtés à l'emploi par Microsoft, pour la plupart des solutions SaaS du marché. On va retrouver différentes familles de produits, on va retrouver des solutions de stockage, type Dropbox, FTP, OneDrive. On va retrouver aussi des connecteurs SaaS pour tout ce qui est réseaux sociaux. On va retrouver du Facebook, du Yammer, du SendGrid, mais également, et c'est là aussi tout l'intérêt, des solutions, on va dire, legacy, que vous connaissez bien, que vous avez tous envoyé ici, du SAP, de l'IBM, voire de l'Oracle. Donc Microsoft fournit avec sa plateforme hybride toute une série de connecteurs prêtés à l'emploi. Ils sont présents dans une marketplace. Pour la plupart, ils sont gratuits, ou d'autres, vous payez un léger coût à l'usage. Et surtout, si vous n'avez pas de connecteur pour votre solution custom, vous êtes capable, vous avez un SDK qui va vous permettre de créer vos propres connecteurs, voire même d'enrichir Marketplace. Vous pourrez très bien créer votre connecteur, le publier dans Marketplace et également ensuite le monétiser. Donc ça, c'est la première force de l'offre de Microsoft. La deuxième, je vous le disais tout à l'heure, c'est tous les services complémentaires que fournit la plateforme Azure. Alors ici, j'en ai cité trois principaux. Le premier, c'est Function, qui est ce qu'on appelle du serverless. Donc être capable d'exécuter du code sans gérer de serveur derrière. C'est Microsoft qui va gérer à votre place. Vous vous concentrez sur le code, sur sa fonctionnalité, sur sa valeur business, et c'est Microsoft qui l'exécutera de manière scalable. Le deuxième, c'est les Cognitive Services, qu'on rencontre de plus en plus chez nos clients, qui est en fait une offre de Microsoft. Microsoft travaille beaucoup sur l'intelligence artificielle et a packagé un ensemble d'API qu'ils appellent les Cognitive Services, qui vont permettre de faire de la reconnaissance de texte, de l'analyse de sentiments, de la détection de visage, de la conversion de voix en texte, etc. Donc ça va vous permettre aussi donc, de rajouter des fonctionnalités très avancées à vos processus. Uber notamment l'utilise pour les chauffeurs des taxis Uber. Le chauffeur, quand il rentre dans sa voiture, il lance son application Uber et il y a une reconnaissance faciale qui est faite pour s'assurer que c'est bien lui qui va conduire la voiture. D'ailleurs, ça appelle les services cognitifs de Microsoft à travers un processus d'intégration hybride. Dernier point, machine learning. Comment rajouter de la valeur à vos données, comment faire du prédictif. Très utile dans un scénario notamment industriel, des scénarios autour du retail, pour analyser à partir d'un historique, déclencher de l'intelligence artificielle qui va apprendre des données pour recréer de la valeur à vos données. Si on rentre maintenant un peu plus dans les détails produits, l'offre d'intégration de Microsoft, c'est en fait aujourd'hui 4 principaux produits. L'API Management, pour ce qui va vous permettre de manager, de sécuriser et de suivre l'usage qui est fait de vos API. Logicap, qui va permettre de vous connecter les applications SaaS
et de profiter des services Azure, parce qu'on pourra très facilement, on verra juste après, grâce à un workflow, intégrer toutes sortes d'API au sein de votre processus. BizTalk Server, je ne vais pas vous le présenter, vous le connaissez tous. On verra après ce qu'apporte la nouvelle version, la version 2016, qui est sortie il y a quelques semaines. Et le service bus, qui est un des services historiques de la plateforme Azure, qui est un bus de messages en mode cloud qui permet de rajouter de l'asynchronisme dans vos processus. Alors rapidement, ce qu'est Azure API Management. Je ne vais pas entrer dans le détail puisque tout au long de la journée, vous aurez des démonstrations de ces 4 produits que je vous ai cités. Alors l'API Management, c'est quoi? C'est en fait, quand on faisait de la SOA, on a souvent rencontré des problématiques de gouvernance de nos services SOA. Donc on mettait en place des solutions type SOA Software, Sentinel, Systinet et d'HP, qui permettaient en fait de gouverner vos services SOA. Et souvent on le faisait quand on avait atteint un certain niveau de maturité dans l'intégration. Aujourd'hui, dans le cadre de la transformation digitale, on ne peut plus attendre. Pourquoi? Parce qu'on va devoir gérer des API qui viennent de votre système d'information, qui viennent de systèmes tiers, et le nombre d'API est en train d'exploser. Donc il faut très vite prendre en compte la gouvernance de ces API. Donc c'est la mise en place d'une solution type API Management qui va permettre d'avoir une couche d'abstraction entre le consommateur et le producteur de la donnée, qui va rajouter une couche de sécurisation pour être sûr que vous êtes bien abonné, bien habilité à appeler ce service. Vous êtes capable aussi de moderniser, parce que grâce à API Management, je vais être capable de transformer mes services SOAP existants en REST sans avoir à écrire une seule ligne de code. C'est API Management qui va faire cette transformation à la volée. Je vais pouvoir rajouter des politiques de sécurité, je vais pouvoir rajouter aussi des politiques d'usage, m'assurer qu'un client ne vienne pas faire trop d'appels, éviter l'attaque DDoS notamment, et m'assurer que pour un client ou pour des utilisateurs finaux, je peux mettre du throttling, des quotas sur l'usage qui sera fait de mes API. Alors la solution de Microsoft comporte en fait 3 composants principaux. Un portail développeur qui va permettre aux développeurs d'avoir un point d'entrée unique pour découvrir les API. Donc peu importe où se trouve l'API physiquement, le développeur aura un seul point d'entrée, une seule URL à appeler, et il pourra donc découvrir, et grâce à des outils comme Swagger, récupérer de la documentation automatique de l'API. On va avoir aussi un proxy qui fera justement le runtime de l'API et qui fera la façade, l'abstraction entre le consommateur et le producteur de la donnée et du service. Et troisième composant, un portail plutôt orienté pour le producteur de l'API et pour les administrateurs qui vont permettre de définir vos politiques de gestion, vos quotas et de superviser l'usage qui sera fait de vos API. Alors Microsoft fournit une solution d'API Management qui est uniquement cloud pour différentes raisons. L'une des raisons, c'est d'avoir un service de management qui soit prêt à l'emploi. Vous n'avez pas rien installé, c'est managé par Microsoft. Donc en quelques secondes, quelques clics, vous avez une solution prête à l'emploi. Une solution qui va être scalable. Comme l'a montré tout à l'heure Marc, certains clients comme Netflix ou autres ont des milliards d'API à gérer par seconde, enfin par jour. Peut-être par seconde un jour, mais en tout cas aujourd'hui c'est par jour. Donc on a besoin d'avoir une plateforme qui soit scalable et qui puisse vous accompagner en fonction de la croissance de l'usage qui sera fait de vos API. Et un niveau de sécurité très supérieur au data center on-prem, puisque forcément, qui dit cloud dit sécurité. Et la plateforme Azure de Microsoft a aujourd'hui le plus haut niveau de certification de sécurité. Donc vous aurez une solution complètement sécurisée. Le produit suivant, BizTalk Server 2016. Je suppose que dans la salle, tout le monde connaît ce produit. C'est la 10e version de BizTalk. Beaucoup pensaient qu'il était mort, mais en fait non, il n'est toujours pas mort, BizTalk. Et il a de plus en plus une place importante dans l'intégration. Qu'est-ce que va apporter la nouvelle version 2016? La partie cloud, essentiellement. Donc une connectivité native avec le cloud Azure, une connectivité avec le service bus, une connectivité avec Logicap, avec un nouvel adaptateur. Le reste, on retrouvera les fonctions standards de BizTalk. Ce que ça va apporter aussi, surtout, c'est l'alignement sur les nouvelles versions Microsoft. Donc Windows Server 2016 qui va être supporté, SQL Server 2016, Visual Studio 2015 et Office 2016.
Pour moi, l'une des plus grandes avancées de BizTalk, c'est le support de Always On de SQL Server. Fini le cluster classique ou le log shipping, on va enfin avoir de l'Always On supporté par BizTalk. Dernier point, bien évidemment, BizTalk Server, comme tous les produits Microsoft, on va être supporté dans Azure en production. Donc vous pouvez très bien imaginer déporter votre infra BizTalk dans le cloud Azure. Et le nouveau connecteur Logicap, on vous en fera la démonstration aujourd'hui, qui permet donc d'étendre BizTalk vers des processus hybrides. Alors Logicap, nouveau produit de Microsoft qui est en production depuis quelques mois. C'est ce qu'on appelle de l'IPaaS, donc de l'Integration Platform as a Service. C'est l'équivalent d'un BizTalk, mais en mode as a service, managé par Microsoft. Donc ça apporte un grand nombre d'avantages. Je perds le micro, non, c'est bon. Un certain nombre d'avantages, le fait que vous n'avez pas d'infrastructure à installer, à paramétrer, à configurer, à gérer. Cela est pris en charge par le fournisseur cloud Microsoft. Ça va être scalable, donc ça va suivre l'évolution de votre consommation, de l'usage que vous en ferez. Ce qui est intéressant avec Logicap, c'est qu'on va être sur une notion de workflow très visuel. Et par drag and drop, on va être capable de construire vos scénarios assez facilement en intégrant les API qui viennent des connecteurs Microsoft ou des API de fournisseurs tiers. Dernier composant de l'offre d'intégration, le service bus. Comme je vous disais, un composant historique de la plateforme Azure. Ce que va surtout vous permettre le service bus, c'est d'apporter de l'asynchronisme. On l'a toujours dit, hein, quand on fait l'intégration, on va toujours privilégier l'asynchronisme. On va toujours privilégier le couplage lâche entre la source et la destination. Grâce au service bus, on va avoir une solution scalable qui va nous permettre de répondre à ce besoin de scénario. Alors, quels sont les usages en mode hybride? C'est assez facile. Dans le monde e-commerce, très souvent, vous avez dans votre site e-commerce votre tunnel de commande. Et à la fin du tunnel de commande, vous avez une validation de la commande. Donc je ne vais pas faire un appel direct à mon ERP pour pousser la commande, parce que je ne maîtrise pas notamment le flux Internet entre la solution cloud et mon SI. Je vais pousser ça dans un bus de service. Et derrière, je vais avoir un flux BizTalk classique qui va écouter cette queue ou ce topic et qui va récupérer le message ensuite pour l'intégrer à mon SI. Donc ça de manière complètement asynchrone. Ce qui permettra d'être une solution beaucoup plus scalable et plus performante. Dernier produit qui est sorti, encore une fois, il y a quelques semaines. Donc vous voyez, hein, beaucoup de nouveaux produits, donc une offre qui ne cesse de s'agrandir chez Microsoft. C'est Microsoft Flow. Alors c'est quoi Microsoft Flow? C'est basé sur le moteur de Logicap, mais c'est destiné surtout à des utilisateurs avancés. Permettre à des utilisateurs métiers qui ont quelques connaissances informatiques, pas l'utilisateur final, c'est un peu trop complexe pour eux, qui va leur permettre de mettre en place des workflows à partir des API que la DSI aura exposées, sans passer par l'IT. Donc on rend une certaine autonomie, une certaine simplicité aux utilisateurs métiers, pour qu'ils puissent eux-mêmes construire leur propre workflow, sans avoir besoin de demander à l'informatique et d'attendre des mois et des mois, bon, des semaines peut-être, pour avoir le workflow. Donc ils auront toute une palette d'API, de connecteurs prêtés à l'emploi. Donc l'intérêt, c'est que la DSI va devenir un fournisseur d'API pour les métiers, et plus uniquement un fournisseur de prestations. Donc ils vont fournir un catalogue d'API, et le utilisateur final va être capable d'enchaîner toutes ces API pour créer leur propre process, pour créer ce qu'on appelle de la business productivity. Pour conclure, voici en fait la map finale, pour montrer aujourd'hui ce qu'est de l'intégration hybride avec les solutions Microsoft. On va retrouver au cœur Logicap, qui va être vraiment la brique intermédiaire qui va permettre de faire cette intégration hybride entre tous les composants, donc entre des solutions SaaS telles que Salesforce, entre des solutions de stockage comme Azure SQL, des solutions d'intelligence et d'apport de valeur sur la donnée, telles que les Cognitive Services Machine Learning. On va être capable aussi de se connecter directement sur des solutions on-prem, comme du SQL ou de l'IBM, ou alors de se connecter avec votre BizTalk, si vous avez déjà en place une plateforme AI. Donc voilà la big picture de l'offre d'intégration de Microsoft. Et c'est ce qu'on va essayer de vous démontrer aujourd'hui, de vous démontrer l'ensemble de ces briques tout au long de la journée. Donc quel est le programme de la journée? Radan et Jean-François vont vous commencer à parler de l'offre Logicap. Je ne sais pas si dans la salle, qui connaît Logicap, qui l'a déjà utilisé?
peu de personnes. Donc vous allez découvrir quelle est cette offre iPaaS de Microsoft. Ensuite, après une courte pause, Jacques va vous présenter justement comment utiliser BizTalk dans un cas hybride, comment utiliser l'adaptateur Logicap pour BizTalk. Après le déjeuner, Manon va vous présenter Logicap plus dans une approche d'industrialisation et de bonnes pratiques. Mathieu sera accompagné de la société OpenField pour vous faire un retour d'expérience de mise en place de Logicap dans un projet type IoT. Ensuite, Laurent vous parlera d'API Management, comment moderniser et gérer vos API. Ensuite, le partenaire BizTalk 360 fera une session pour présenter leur solution. Certains d'entre vous dans la salle connaissent déjà la solution. C'est une solution qui va vous permettre d'apporter de la valeur sur la partie administration, exploitation de votre plateforme BizTalk. Et on finira par une session de Larissa et Marius sur ce qu'on appelle l'Integration Citizen. C'est en fait la mise en place de Flow et de Power Apps. Donc, c'est ce que je disais, hein, comment permettre à des utilisateurs avancés de créer leur propre process sans passer par l'IT. Est-ce que vous avez des questions sur ce que vous avez été expliqué jusqu'à présent? Vous avez montré deux entités, machine learning et Cognitive Service, oui. Ils sont indépendants, mais ils sont dépendants. Alors, Cognitive Service se base sur Machine Learning, bien évidemment. Donc, Cognitive Service, c'est en fait des API prépackagés fournis par Microsoft. Donc, reconnaissance faciale, reconnaissance vocale, reconnaissance de texte, de sentiments, etc. Donc, toute une palette de services prêts à l'emploi. Machine Learning, c'est la solution qui est en dessous, qui va vous permettre de créer vos propres algorithmes custom en fonction de votre besoin. Oui, pour compléter Machine Learning, on a une offre qui s'appelle Machine Learning Studio, qui est un atelier très visuel, vous permet à plutôt des data scientists, hein, plutôt des gens qui maîtrisent quand même les modèles statistiques, d'avoir un outil très visuel pour pouvoir assembler les flux qui préparent les données, les flux qui entraînent les données, les flux qui comparent les différents modèles. Et une fois que ce modèle est développé, ça peut être un modèle de churn, un modèle de predictive maintenance, un modèle de peu importe le problème que vous essayez d'adresser. Une fois que le modèle a été validé, facilement en un clic, le publier justement sous forme d'API. D'accord ? Donc Cognitive Services, c'est des API qui sont déjà finalisés, que le développeur peut appeler d'un simple call avec son code, alors que Machine Learning Studio, c'est plus un atelier de conception vous permettant de créer vos propres modèles. Voilà. Et dans les deux cas, on fournit pour vous aider des templates aussi dans Machine Learning pour pas que vous démarriez d'une feuille blanche. Hein. On a déjà travaillé, donc vous avez une espèce de marketplace, de template, vous trouvez du churn, détection d'anomalies, maintenance prédictive. Donc au lieu de démarrer d'une feuille blanche, vous démarrez déjà d'un modèle à partir de projets qui ont déjà été faits, un modèle un peu générique qui vous aide à accélérer le développement de vos propres modèles. Par exemple, dans l'e-commerce, on va retrouver des scénarios de recommandation produit. En fonction de l'historique de vos clients, dès que vous mettez un prix dans le panier, on va vous proposer des produits, faire du cross-selling grâce au machine learning. Donc un outil plutôt orienté développeur, un outil plutôt orienté data scientist, comme on les appelle maintenant. Ouais. Deux métiers très très différents. Une bonne question. Oui. Après avoir introduit Flow, vous avez repositionné quelque part la DSI par rapport aux équipes métiers en fournisseur d'API. Oui. Cette transformation a commencé chez certains clients. Il n'y a pas de domaine particulier. Depuis très longtemps, la DSI était vue comme un centre de coût. Et aujourd'hui, grâce à la digitalisation, la DSI redevient centrale au sein des entreprises, ne serait-ce que par fournir des API, ne serait-ce que par l'apport de management autour des API. Donc ce qu'on appelait avant tout ce qui existe encore aujourd'hui, hein, le shadow IT, où le métier achète lui-même des solutions SaaS, à un moment donné, le métier va dire « mais comment je fais pour intégrer tout ça avec le legacy ?» Et c'est là où la DSI a un vrai rôle à jouer, c'est là où l'intégration est vraiment stratégique dans l'entreprise. Concrètement, vous avez déjà aujourd'hui eu ce positionnement de la DSI par rapport au métier, parce qu'effectivement, ce qu'on note aujourd'hui, c'est qu'on est encore, malheureusement, c'est ma vie en tout cas, dans une DSI qui est un centre de coût, et où les opérationnels veulent aller plus vite, que ce soit dans le marketing, dans le RH, peu importe, et du coup, trouvent eux-mêmes la solution. Oui, tout à fait, oui.
Oui, mais c'est une transformation qui a commencé, qui sur certains clients sont déjà bien avancés, oui. Mais ça suffira pas, la technologie, hein. Après, derrière, il y a aussi tout ce qu'on appelle le DevOps, qui vont permettre aussi d'accélérer, de faire du continuous delivery, donc d'être beaucoup plus réactif et proactif vis-à-vis du métier. Ce que tout à l'heure, c'est avant tout, on parle toujours de technologie, mais c'est avant tout une transformation culturelle. Donc, pour que la DSI joue ce rôle, il y a des outils qui peuvent être mis en place, qui peuvent les aider. Et si ce n'est pas eux qui les maîtrisent, effectivement, les métiers vont s'en emparer pour créer ce Shadow IT, parce qu'effectivement, avec des plateformes dans le cloud, on peut se créer sa propre plateforme d'intégration avec des moindres compétences, sans forcément attendre que l'IT réagisse. C'est le risque. Vous avez raison. Mais très vite, hein, le métier aura besoin d'intégrer avec votre legacy. Mais c'est avant tout un changement culturel. Ouais. Oui. Je rejoins un peu le culturel parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est pas main dans la main. Le métier, enfin, dans la plupart des entreprises, c'est un changement, c'est un change management à réaliser. Ouais. Rappelez-vous tout à l'heure dans mes slides, il y avait un pattern qui était celui qui était en bas, qui était l'agilité interne. Même chez Microsoft, témoigner l'arrivée de cette année-là, il essayait de révolutionner un peu la manière dont les différents silos de produits fonctionnaient entre eux. Donc il essayait beaucoup plus de partager et de réutiliser parce que chacun avait un peu tendance à gérer son précaré et ne pas partager forcément. Donc maintenant, ils essaient de travailler sur des objectifs communs où chaque groupe expose des API pour que les autres puissent innover dessus, en interne ici et en externe. Prenez une plateforme Office 365 par exemple. On n'en parle pas beaucoup, mais il y a un travail extraordinaire qui a été fait pour essayer d'exposer tout ce qu'on est capable de faire dans Office 365 sous forme de ce qu'on appelait l'Office Graph. L'Office Graph, c'est juste un graphe permettant à n'importe quel développeur ou éditeur de logiciel d'aller découvrir très facilement avec une API qui est unifiée, un espace de nom unifié, l'ensemble des informations qui étaient enfouies dans ce silo qui était Office 365. Donc tapez dans vos agendas, tapez dans vos mails, avec les niveaux d'autorisation et de sécurité adéquats. Mais il est maintenant très facile pour un éditeur de logiciel d'aller s'interfacer avec Office 365 parce qu'on a fait l'effort de penser effectivement couche d'abstraction et exposition à des développeurs tiers et pas simplement garder le produit 365 comme une solution complètement fermée. Mais en tout cas, les API, c'est bien un moyen de remettre en fait, la DSI au cœur de l'échiquier de l'entreprise. Et il faut qu'ils en profitent aujourd'hui. D'autres questions ? Non ? Alors je laisse la main à Radouane Jean-François.